C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Tous les quotidiens israéliens et les sites d'information reviennent ce matin sur la grande manifestation de protestation qui s'est tenue hier soir à Jérusalem devant la résidence du Premier ministre rue Balfour. Mais il faut bien constater que la couverture médiatique n'est pas la même que l'on consulte le Yediot Aharonot ou le Israël Hayom. Alors que le quotidien gratuit insiste sur les actes de violence et les débordements qui ont illustré cette manifestation, eh bien, le Yediot Aharonot, lui, préfère mettre en exergue la légitimité de la colère des manifestants. Le Yediot Aharonot a toutefois l'honnêteté de reconnaître que les organisateurs de ce rassemblement sont avant tout des mouvements farouchement opposés à la poursuite du mandat de Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre. Mais la différence la plus flagrante, elle concerne l'agression dont a été victime hier soir, donc durant cette manifestation, le journaliste israélien Avishai Ben Chaim, dont les positions paraissent plus proches de la droite que de la gauche, alors que le Israël Hayom mentionne cette agression en évidence et cite la condamnation sans appel d'un tel acte par le président de l'État Reuven Rivlin, eh bien le Yediot Aharonot en fait totalement abstraction. Il est fort à parier que si l'agressé avait été un célèbre commentateur solidement ancré à gauche de l'échiquier politique israélien, le Yediot Aharonot aurait certainement massivement couvert et vivement condamné une telle agression. La photo qui illustre cette manifestation nous montre des torches allumées par les manifestants, ce qui permet au Yediot Aharonot de titrer en manchette une protestation brûlante. Le journal souligne toutefois que des manifestants ont tenté de franchir des barrages qui protègent la résidence du Premier ministre, sans bien sûr y parvenir. Le Israël Hayom titre en manchette « Violence au cœur de Jérusalem, une protestation incontrôlée ». Et le journal cite Meir Indor qui, dans son commentaire, appelle à l'arrêt de la violence. Le virus ne fait pas de distinction entre gauche et droite, écrit-il. Ce matin, dans le Yediot Aharonot, Oded Shalom écrit qu'il est probable qu'il n'y a jamais eu devant la résidence du Premier ministre de protestation aussi virulente que celle qui s'est exprimée hier soir. Quant au professeur Manuel Trachtenberg, l'un des économistes israéliens les plus réputés, il dresse une comparaison entre la protestation sociale de Rothschild en 2011 et celle d'aujourd'hui. Il affirme que celle de 2011 était une protestation de luxe par rapport à celle à laquelle on assiste aujourd'hui. Quant au site Ynet, il est le plus réactualisé et il affirme que 50 manifestants ont été arrêtés par la police hier soir à l'issue de la manifestation lors de heurts avec les forces de l'ordre. Même page d'ouverture et même donnée dans le Maariv de ce matin. Le Haaretz revient, lui, sur l'un des slogans lancés durant cette manifestation d'hier soir qui s'est tenue un 14 juillet. « La Bastille n'est pas tombée, mais elle a été secouée », écrit le Haaretz. Il faut rappeler que les manifestants avaient publié des panneaux, des annonces comparant justement cette manifestation à une sorte de prise de la Bastille, puisque cette manifestation s'est tenue le 14 juillet. Derrière cette violente manifestation, ce violent rassemblement, il n'y a pas seulement l'opposition traditionnelle à Binyamin Netanyahou, il y a également la détresse de centaines de milliers d'indépendants israéliens qui, comme le soulignent ce matin les quotidiens et les sites d'information, doivent recevoir aujourd'hui dans leur compte en banque quelques milliers de shekels d'aide venue du gouvernement. Les quotidiens confirment que les sommes que l'immense majorité d'entre eux s'apprêtent à recevoir sont bien en deçà de leurs attentes et qu'ils seront loin de leur suffire pour faire face à la crise actuelle. Mais il faut également citer ce matin un éditorial entendu sur la radio israélienne, Reshet Bet, au sujet du montant de ces allocations pour indépendants. Shaul Amsterdamski, c'est le spécialiste du département économique dans la radio à Reshet Bet, explique que ces allocations seront attribuées avec pour critère de référence le montant des bénéfices réalisés par ces indépendants en 2018. Et il affirme qu'il y aura 3 catégories de récipiendaires. Pour les premiers, si la somme est basse, eh bien cela signifie que les bénéfices de l'indépendant étaient déjà bas en 2018 et que probablement sa société n'était pas au mieux de sa forme. Second cas de figure, que la société aurait été ouverte en 2018 et qu'elle n'ait pas eu le temps de prendre son essor. Là, il y aura effectivement un manque à gagner certain pour ceux qui recevront une allocation qui est peut-être moins importante, certainement moins importante que leur revenu en 2019 ou même au début de 2020. Enfin, indique le commentateur, le troisième cas de figure doit être mentionné, même s'il est embarrassant. Si le bénéfice de l'indépendant est bas, eh bien c'est peut-être aussi parce qu'il a préféré ne pas mentionner tous ses revenus afin d'avoir moins d'impôts à payer. En d'autres termes, il a travaillé au noir et il est évident que ce n'est pas à l'État de payer des allocations sur des sommes non déclarées, voire même détournées. Voilà donc pour cette analyse intéressante
de Shaul Amsterdamski dans la Reshet Bet, la radio israélienne. Le Maariv, lui, nous livre ce matin une donnée plus que préoccupante, alors que l'on a enregistré au cours des 24 heures que 1800 sans-emploi qui ont retrouvé du travail. On décompte près de 4000 nouveaux chômeurs, ce qui signifie que le nombre de sans-emploi continue à augmenter, alors que légitimement, on se serait attendu à ce qu'il baisse régulièrement. Mais au-delà de la colère des indépendants et de sa légitimité, les quotidiens israéliens et les sites d'information se penchent ce matin sur les données sanitaires. Et ces données font froid dans le dos. Je vous le disais, plus de 1700 malades pour la journée d'hier. C'est énorme et bien plus que les sommets de contamination atteints durant la première vague. Et c'est la raison pour laquelle le mot de confinement général est à nouveau sur toutes les lèvres des dirigeants israéliens. Le Israël Hayom explique en première page que le Conseil à la sécurité nationale recommande de fermer toutes les synagogues, les piscines, les centres de musculation et les centres aérés. Et Ran Resnig, le journaliste expert dans le dossier médical du Israël Hayom, écrit clairement ce matin: nous n'avons pas d'autre alternative qu'un nouveau confinement. Il est temps de prendre de graves décisions. Certaines décisions précipitées prises durant la première vague sont en train de nous coûter très cher, mais il semble que pour l'instant personne au sein du gouvernement ne semble avoir le courage de prendre les décisions difficiles qui s'imposent. En même temps, le directeur général de l'hôpital Ichilov, le professeur Roni Gamzou, refuse de céder à la panique. Nous contrôlons la situation. Il n'y a pas d'effondrement au sein des hôpitaux, affirme-t-il. Quant à la professeure Ronit Calderon Margaliot, elle affirme dans son éditorial, toujours dans le Israël Hayom, que le gouvernement doit présenter un plan d'action bien ordonnancé et seulement ensuite exiger de la discipline de la part des citoyens israéliens. Dans le Yediot Aharonot aussi, on parle de confinement, mais la connotation, là encore, est plus politique que sanitaire, puisque c'est Benyamin Netanyahou qui accuse Benny Gantz, telle cause de lui et de bleu-blanc qu'il y aura un confinement, affirme-t-on au Likoud. Réaction de Gantz qui est citée dans le Haaretz: Bibi panique et il tente de rejeter la responsabilité de son échec sur nous, on le voit. Le torchon continue à brûler au sein même du gouvernement d'union nationale entre Netanyahou et Gantz. Et le Yediot Aharonot cite un député de l'opposition du Yesh Atid, Idan Roll, qui appelle tout simplement les citoyens à ne pas respecter les mesures de confinement si celles-ci devaient être annoncées dans les prochains jours. Et puis, dans cette masse de titres préoccupants, un titre encourageant. Des chercheurs israéliens affirment avoir trouvé le moyen de neutraliser le virus. Selon le professeur Yaakov Nachmias, un médicament qui a été validé en 1975 permet d'empêcher le développement de la maladie, mais il faut encore être prudent. Nous devons vérifier ses effets sur les êtres humains avant de faire des conclusions hâtives. Le Yediot Aharonot annonce enfin à ses lecteurs, avec 24 heures de retard, la décision des juges français de reconnaître le mobile antisémite dans l'assassinat de Mireille Knoll il y a 2 ans à Paris. Le journal cite également la réaction des enfants de Mireille Knoll. C'est la seule véritable conclusion que nous espérions et nous espérons que le verdict sera sévère. Enfin, hier, à l'occasion des festivités du 14 juillet, l'ambassadeur de France en Israël, Eric Danon, a déclaré que le président Emmanuel Macron reconnaissait la légitimité de la présence juive en Israël depuis plus de 3000 ans. Le fait qu'il soit venu cette année devant le mur occidental le prouve, a affirmé l'ambassadeur sur la chaîne i24 News lors d'une édition spéciale consacrée justement à ces festivités et à l'état des relations entre la France et l'Israël. Le dialogue entre les deux pays ne sera jamais rompu, a déclaré l'ambassadeur. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.